œuvre a sauvé l'Égypte et a failli la détruire. Restez jusqu'à la fin pour découvrir laquelle. Ce n'est pas le barrage d'Assouan. Cette histoire commence des millénaires plus tôt. Aujourd'hui, vous allez voir le barrage qui protégea une capitale, la pyramide qui faillit s'effondrer et la ville qu'un pharaon fit surgir du néant en un temps record. À la fin, la question est simple. Quelle œuvre fut la plus audacieuse? Il y a 5 millénaires, alors que la Grèce et Rome n'étaient encore que de lointaines possibilités, une société décida d'affronter l'inimaginable et en effet de l'ériger. Les Égyptiens travaillèrent à une échelle que nul autre n'osa atteindre pendant des milliers d'années. Fortifiés par leur victoire et par la foi en leur Dieu, des pharaons indomptables laissèrent l'empreinte du premier grand monolithe du monde antique, de l'édifice le plus haut de son époque, du plus ancien barrage, de la forteresse la plus imprenable, de la plus vaste cité et d'un mémorial colossal à l'ego d'un seul souverain. Le message était clair, ne provoquez pas l'Égypte. Leurs ingénieurs repoussèrent les limites de l'architecture, mais la route vers la gloire éternelle fut pavée de sang, d'intrigues et de catastrophes. Dans cet épisode, 3 réponses lient tout. Comment contenir une inondation qui engloutit un pays? Comment transformer des degrés en face parfaite jusqu'à atteindre la pyramide véritable? Et comment un pharaon éleva une capitale préfabriquée à une vitesse inédite? Restez jusqu'au bout. Le dernier retournement recontextualise tout le parcours. Début de l'été, aux environs de 3000 avant JC. De lourds nuages s'amoncellent au-dessus des hauts plateaux d'Éthiopie, à environ 1300 km au sud de la frontière égyptienne. La bruine devient tempête. Des ruisseaux endormis s'éveillent en torrents violents, teints de rouge par le sédiment brûlé du soleil d'Afrique orientale. Le flot s'élance, déchaîné, sur environ 1368 km avant de rejoindre le Nil Blanc, au Soudan. À partir de cette rencontre, les cours d'eau poursuivent ensemble leur route vers le nord. Naît le Nil, artère vitale d'une civilisation en essor. Si la crue faillit, c'est la famine. Si elle déborde, la destruction est certaine. À la fin de juillet, le fleuve déborde et recouvre toute la vallée. Sur environ 966 km, du sud de l'Égypte jusqu'à la Méditerranée, de modestes villages sont balayés et des milliers d'habitants perdent leur foyer. Les crues étaient saisonnières, mais une dévastation de cette ampleur échappait à la compréhension. Trop d'eau peut être aussi implacable que son absence. Les récoltes pourrissent, les enfants meurent, la famine se répand et des textes anciens suggèrent que dans les pires moments, on en vint même au cannibalisme. Tandis que les eaux engloutissent le pays, la nouvelle capitale, Memphis, demeure à l'abri grâce à une immense structure de retenue d'environ 15 mètres de haut qui l'entoure. C'est le premier barrage dont nous ayons trace. L'auteur de cet exploit est Ménès, le premier pharaon de la première dynastie, un guerrier à l'âme de bâtisseur, récemment responsable de l'unification de la Haute et de la Basse Égypte en un seul royaume. Ménès réunit un pouvoir sans précédent, bien au-delà de ce que des chefs locaux avaient détenu, car il avait placé tout le territoire sous son autorité. Considéré comme l'envoyé des dieux, il revenait au roi de maintenir l'ordre du cosmos et d'assurer le bien-être du peuple dans cette vie comme dans l'autre. À Memphis, Ménès décida de soumettre la nature par des solutions techniques audacieuses. Des inondations telles que celles évoquées se répétèrent à maintes reprises au cours des 5000 ans d'histoire égyptienne. Bien que les vestiges archéologiques du règne de Ménès soient rares, nous savons qu'il prit des mesures radicales pour conjurer de telles tragédies. Ces ingénieurs auraient élevé une barrière capable de détourner le cours du Nil et de protéger la capitale. Penser qu'une société d'il y a 5000 ans ait conçu une telle chose est impressionnant. Le barrage de Ménès, toutefois, s'est perdu au fil du temps. À l'est de Memphis subsiste une autre œuvre antique, la Sad el-Kafara, datée d'environ 2700 avant JC, dont la ruine révèle les solutions adoptées par les premiers ingénieurs de la vallée du Nil.
Il s'agissait de 2 massives parois de pierre, chacune d'environ 10 mètres de haut, plus basse donc que la structure attribuée à Ménès. Les murs avaient approximativement 24 mètres d'épaisseur à la base et 12 au sommet. Entre eux, un remplissage de terre et de pierre renforçait l'ensemble. On estime le transport d'environ 100 000 tonnes de roches et pour l'œuvre de Ménès, probablement bien davantage. Il y a 5 millénaires, un tel chantier exigeait un effort humain inimaginable. Aujourd'hui, pour déplacer un bloc de 10 tonnes, il suffit d'engager une grue. Il y a 3000 ans, on comptait sur des bras, des leviers et de l'ingéniosité, non sur des machines. À ce qu'il semble, tandis que le barrage de Ménès résista pendant des siècles, la Sadd El Kafara échoua de façon retentissante. Une ouverture d'environ 33 mètres montre où la pression de l'eau rompit la structure. Il est possible qu'une trompe d'eau, peut-être durant la phase de construction, ait détruit l'ouvrage en un seul événement. Pour les pionniers de l'ingénierie égyptienne, ruines et effondrements faisaient partie d'un apprentissage sans manuel. Il n'y avait aucun précédent pour des travaux d'une telle ampleur. L'objectif était de traduire, dans la pierre, l'autorité du pharaon, en ayant la nature pour unique maîtresse. Cela exigeait imagination et emploi monumental des matériaux de l'environnement lui-même. Ménès fut décisif dans la transformation de l'Égypte. D'un mosaïque de cultivateurs, elle devint une puissance régionale. On dit qu'il régna pendant 62 ans et qu'il connut une fin tragique, attaqué par un hippopotame au cours d'une chasse. Son barrage, toutefois, aurait traversé les âges, survivant bien au-delà du dernier pharaon qui retourna aux dieux. Il devint la pierre angulaire d'une tradition constructive, inspirant des générations à poursuivre des projets toujours plus audacieux. L'Égypte occupe le carrefour entre l'Afrique et le Moyen-Orient. Le Nil en fait le seul pays du Sahara alimenté par un flux naturel constant d'eau. C'est pourquoi, depuis la préhistoire, des peuples furent attirés vers ces rives. D'abord des nomades, ensuite des agriculteurs qui fixèrent des villages le long du fleuve. Lorsque Ménès finit par réunir tous sous une même bannière vers 3000 ans avant Jésus-Christ, l'Empire naquit. Depuis lors, d'innombrables drames humains façonnèrent le destin égyptien, mais le Nil demeura le fil continu. Malgré les crues, c'est justement lui la raison pour laquelle le premier grand empire fleurit là, et non ailleurs. À l'aube du 3e millénaire avant Jésus-Christ, lorsque les États se consolident, le Nil assume une fonction inédite. Il stimule l'expansion économique et territoriale de l'Égypte. Ports et canaux artificiels commencent à relier des régions lointaines et à irriguer les champs. Les barges jouent le rôle de camions et le réseau de canaux devient un réseau routier liquide. Route, roue, les Égyptiens n'en avaient pas besoin. Ils avaient le Nil. Le courant les portait du sud au nord, et les vents alizés, avec les voiles, les ramenaient du nord au sud. Pour traverser le pays d'est en ouest, ils ouvraient des canaux. Ils étaient maîtres en excavation hydraulique, et par ces voies naviguaient gens, grains, provisions et pierres. Près de 2 millénaires avant que Rome ne construise ses premières cabanes, les pharaons maîtrisaient déjà une ingénierie sans équivalent. Et pour la première fois dans l'histoire, la technologie commença à remodeler non seulement la vie, mais aussi la mort. Rien n'illustra aussi bien l'ingéniosité égyptienne que les tombes royales de luxe. La notion égyptienne de vie après la mort diffère de la judéo-chrétienne. Elle est concrète, physique, quotidienne. Les morts dépendent des vivants. Leur continuité soutient l'ordre du cosmos. Les tombes sont de véritables maisons souterraines de pierre. Après tout, c'est là que l'on habite ensuite. Au début, les sépultures royales étaient des mastabas en briques crues, un rectangle surélevé, visitable, sur lequel se célébrait le culte, et, en dessous, des chambres scellées creusées dans la roche. Là reposait le sarcophage et tous les objets nécessaires pour l'éternité. Il y avait des latrines, des bassins pour les ablutions. Tout indique que la vie posthume se déroulait dans les parties souterraines. Avec le temps, les pharaons commencèrent à ériger des sanctuaires de culte séparés
Et ce pas ouvrit la voie à l'évolution des mastabas en colossaux complexes qui dominent encore le désert occidental. Les pyramides. Au total, les Égyptiens en élevèrent plus d'une centaine. Environ 80 tiennent encore debout. Le volume de pierre employé serait suffisant pour construire un mur de 3 mètres de hauteur sur 1,5 mètre d'épaisseur reliant New York à Los Angeles. La prouesse logistique, extraire, tailler et poser des blocs venus de carrières disséminées dans tout le pays, continue d'étonner. Aujourd'hui, les pyramides restent la grande vedette du monde antique, mais elles ne naquirent pas toutes faites. Il fallut 6 pharaons, 4 générations et quelques désastres pour qu'elles atteignent des proportions et des solutions considérées comme parfaites. Le voyage commença à Saqqara. Là, en 2667 avant Jésus-Christ, le jeune Djéser monta sur le trône et commanda la première superstructure de pierre de l'histoire. Son projet allait consacrer l'Égypte comme la civilisation la plus avancée de son temps et élever l'auteur de ce chef-d'œuvre au panthéon des dieux. Un nouveau roi est couronné, Djéser, traditionnellement compté comme le 2e souverain de ce que l'on appelle l'Ancien Empire. Il se forgerait une réputation de sage et de dévot. Même 2 millénaires après sa mort, il resterait la référence que d'autres monarques chercheraient à suivre. Il devint si vénéré de son vivant qu'aux yeux du peuple, il dépassa la condition mortelle, devenant le premier pharaon divinisé. Sous la 19e dynastie, il était honoré comme « celui qui ouvrit la pierre », un titre révélateur, reliant son nom à la découverte de la construction en pierre. Parmi ses premiers actes figure la préparation de sa demeure finale. Djéser ordonna l'édification d'un complexe funéraire, l'œuvre qui définirait son destin éternel. L'idée de construire une tombe n'était pas nouvelle. Des rois l'avaient fait depuis des siècles. Le résultat, toutefois, allait être révolutionnaire. Outre son ampleur inédite, le complexe rompait avec la tradition en employant la pierre et non des briques de terre crues. Dans d'autres régions du monde, comme les Amériques et l'Europe, on empilait des pierres de manière limitée. En Mésopotamie, il existait une architecture monumentale, mais en briques. À cette époque, l'Égypte se distinguait par l'audace d'utiliser la pierre à grande échelle. Pour réaliser la tombe de pierre, Djéser fit appel à son bras droit. Imhotep, un architecte d'origine modeste qui cumulait les fonctions de trésorier, grand prêtre et vizir, une sorte de premier ministre. Ce fut cependant sa révolution architecturale dans le complexe funéraire qui l'immortaliserait. Des siècles plus tard, même les Romains, fiers de leur propre génie technique, rendraient un culte à son nom. Il est important de noter le tournant architectural d'Imhotep, qui culminerait avec la première pyramide, ne naquit pas d'une illumination soudaine. Son plan initial était seulement de construire la plus grande mastaba jamais vue. Définir le lieu de la sépulture était une décision lourde de sens. Le soleil se lève à l'est et meurt à l'ouest. Quiconque voulait refléter le dieu solaire choisissait la rive occidentale du Nil, avec la tombe orientée vers le lever du soleil, promesse de renaissance. Djéser choisit Saqqara, le cimetière national sacré depuis l'époque de Ménès, sur la rive ouest du fleuve et près de Memphis. Une fois le terrain choisi, venait le défi de la main-d'œuvre. En parlant de travail obligatoire, beaucoup évoquent l'esclavage de l'ère précédant la guerre de sécession nord-américaine. Comparaison trompeuse ici. Il serait également exagéré de dire que les paysans travaillaient par pur amour du roi. Les requis recevaient une rémunération en nature, nourriture, bière, vêtements et allègements fiscaux. L'organisation se faisait en équipe d'environ 20 hommes. Au total, environ 500 groupes, soit quelques 10 000 travailleurs, participèrent au chantier. À cela s'ajoutaient des milliers de femmes, mobilisées pour cuisiner, tisser et approvisionner les ouvriers. Le secret de la pyramide ne résidait pas seulement dans la technique, mais aussi dans l'administration. Comment coordonner plus de 10 000 personnes?
La logistique prévoyait des logements, environ 55 par baraquement, des routines dans la carrière pour la taille des blocs, des périodes de repos et même des jours de pêche sur le Nil. Avec une main-d'œuvre structurée, Imhotep put lancer la première construction entièrement en pierre du monde. Mais avant d'élever, il fallait descendre, creuser les entrailles du sol où l'éternité serait ancrée. Imhotep commença par descendre dans la terre. Il ouvrit un puits vertical d'environ 7 mètres de largeur et 28 de profondeur pour recevoir le sarcophage. Il creusa ensuite un deuxième axe par lequel le corps serait abaissé. Autour de ces accès, il dispersa un labyrinthe de chambres souterraines qui devaient servir de palais pour la vie dans l'au-delà. À environ 300 mètres au sud, il fit creuser un autre ensemble, destiné à conserver les organes internes du pharaon. Dans la momification, il était crucial de retirer les viscères qui, laissés dans le corps, l'auraient fait pourrir. Poumons, foie, estomac et intestins étaient extraits, déshydratés pendant plusieurs semaines avec du sel et du natron, un carbonate, puis purifiés, oints, enveloppés de lin et déposés dans des vases canopes. Le corps de Djeser, déjà momifié, repose dans ce réseau de tunnels sous sa pyramide. Ce sont presque 6 kilomètres de passage, interdits aux visiteurs car les plafonds risquent de s'effondrer. À l'époque de Moïse, tout cela était déjà millénaire. La fonction de nombreux couloirs demeure énigmatique. Certains auraient pu être tracés pour égarer les pilleurs. D'autres, ironiquement, furent les excavations des voleurs eux-mêmes. Très peu de gens descendent jusque-là. À chaque tournant, on ignore ce qui surgit. Un escalier, un couloir caché. Il est facile de perdre ses repères. Un virage à droite, quand il faudrait tourner à gauche, suffit pour l'erreur fatale. Tout près de la chambre principale où Djeser fut déposé, apparaissent des salles de service du palais funéraire. Des espaces pour des commodités rituelles ou pour abriter des momies de parents. On atteint une salle parfaite taillée dans la roche, possiblement avec des ossements d'un membre de la famille. Imhotep multiplia de tels espaces, des dizaines d'entre eux. Dans l'un repose un sarcophage monolithique en albâtre appartenant à un parent royal. Là-haut s'élève la pyramide à degrés, considérée par beaucoup comme le premier grand édifice en pierre de l'histoire. Mais ce que l'on voit en surface n'est que la moitié de l'ensemble. Ici dessous se trouve le véritable palais de Djeser, la résidence posthume d'un pharaon qui s'appuya sur les meilleurs ingénieurs d'Égypte. Alors que le monde souterrain prenait forme, Imhotep se tourna vers la structure qui scellerait la tombe. Avec une abondance de calcaire et une armée de travailleurs, il s'aventura dans un territoire technique inédit. À l'aube du 3e millénaire, avec au J.C., les Égyptiens investissaient dans la plus grande construction de pierre de la planète. Une tombe colossale, sous la direction d'Imhotep. Sur un versant calcaire proche de Saqqara, des milliers d'hommes inaugurèrent une véritable industrie d'extraction. Le démontage suivait une méthode simple et obstinée. Frapper la roche avec des percuteurs de pierre, ouvrir des tranchées, dégager les blocs par en dessous et les faire rouler hors de la carrière. Une fois extraits, les blocs devaient traverser un terrain accidenté en n'utilisant que des cordes, des traîneaux, des muscles et de la détermination. Les roues existaient déjà, mais elles s'enfonçaient et patinaient dans le sable sous de lourdes charges. Le traîneau était le roi du désert. Avec le chantier bien coordonné, Djeser put se concentrer sur le renforcement du royaume. Il ouvrit des mines dans la péninsule du Sinaï, remplissant les coffres de turquoise et de cuivre, et repoussa la frontière méridionale jusqu'à Aswan, une limite qui persisterait longtemps. 10 ans après son accession au trône, le pharaon était confiant, et la tradition dictait que la construction se poursuive jusqu'au dernier souffle du souverain. Les parties souterraines achevées et le temps suffisant pour oser, Imhotep leva les yeux vers le ciel et lança des agrandissements qui allaient bouleverser l'architecture. Sur la mastaba originelle, il empila une seconde, plus petite, puis une troisième, une quatrième, des couches comme un gâteau de célébration. Les maçonneries se maintinrent solides. Encouragé, il élargit l'ensemble vers l'ouest et ajouta 2 niveaux supplémentaires par-dessus.
La tombe de Djéser prit une forme inédite aux yeux des Égyptiens, une pyramide à degrés. C'est comme si, dans une seule œuvre, Imhotep condensait l'évolution des tertres funéraires en une déclaration monumentale qui guiderait toutes les pyramides futures. Après presque 20 ans de travail, la pyramide à degrés de Djéser s'élevait comme un édifice d'environ 20 étages. Autour prenait corps un complexe qui redéfinirait le modèle des tombes royales. Au nord s'éleva un palais. À côté, 2 maisons cérémonielles symbolisant la haute et la basse Égypte. Entourant tout le périmètre, plus vaste que la surface du Yankee Stadium, un mur de calcaire de 3 niveaux isolait le sanctuaire du monde profane. Hier comme aujourd'hui, il n'y avait qu'un seul point d'accès, un portique à colonnade abritant les 40 premières colonnes de pierre jamais érigées par l'homme. Chacune mesure environ 10 mètres de hauteur. L'ossature, qui les enveloppe, révèle la phase embryonnaire de l'ingénierie. Craignant qu'elles ne tombent, Imhotep les enchâssa dans des murs pour les renforcer. Il construisait ainsi parce qu'il ne maîtrisait pas encore la colonne libre. C'était une science fondée sur l'essai et l'erreur. Djéser mourut en 2648 avec l'JC. Son règne, qui dura 19 ans, fut un arc d'innovation sans précédent. À l'annonce de son décès, l'Égypte entière vint honorer sa mémoire. Du vallon monta alors une immense procession, prêtres, étendards, offrandes et pleureuses professionnelles qui, dans des lamentations rituelles, s'arrachaient les cheveux. Un adieu à la hauteur du roi qui ouvrit la pierre et changea à jamais le langage de l'éternité. Peut-être qu'un garçon nommé Snefrou avait assisté aux funérailles. Il grandirait à l'ombre de cette pyramide et un jour s'assiérait sur le trône d'Égypte. En tant que pharaon, il serait consumé par l'idée d'atteindre la forme parfaite, une obstination qui, à maintes reprises, buterait contre le désastre. 35 ans après la mort de Djoser, Snefrou monte au pouvoir et inaugure la 4e dynastie. Il était fils de Houni, mais par sa mère, il avait la lignée d'une reine secondaire. Pour cimenter sa légitimité, il s'unit en mariage à sa demi-sœur Étéphérès, de sang royal incontestable. Parmi les souverains égyptiens, les mariages consanguins étaient la règle. Il n'était pas rare que le roi épouse sa propre sœur. La pratique s'ancrant dans le mythe, Osiris et Isis étaient frères et sœurs. En imitant les dieux, le pharaon renforçait son aura divine. Voulant cette divinisation, Snefrou lance une campagne de charme sans précédent pour conquérir les cœurs. Il appelait même les paysans « mon ami » ou « mon frère ». Pour éclipser l'héritage de Djoser, il s'engage dans une croisade de perfectionnement technique qui le marquerait comme une légende. Parmi les 7 merveilles inventoriées par les Grecs, jardin suspendu de Babylone, colosse de Rhodes, temple d'Artémis, entre autres, seules les pyramides ont traversé les siècles intacts. Le règne de Snefrou fait le pont entre la pyramide à degrés de Djoser, brillante mais encore balbutiante, et l'apothéose à Gizeh, la grande pyramide de Khéops. Par essai et erreur, Snefrou résout des problèmes et transforme la construction des pyramides en art. Pour financer ses chantiers, il pille les voisins. Nubie, Libye, Sinaï, exploit qui lui valent l'épithète de briseur de barbares et consolide sa renommée. Sa première grande épreuve a lieu à Meidoum, au sud de Saqqara, où les ruines de sa pyramide en partie effondrées dominent encore l'horizon. La pyramide de Meidoum est une énigme. Se serait-elle écroulée? Aurait-elle été dépouillée de son revêtement ou simplement laissée inachevée? Meidoum est un tournant. Le noyau était formé de 8 gradins de pierre, élevés selon un angle prononcé. Snefrou ordonne de combler les degrés avec des blocs et de recouvrir le tout d'un manteau de calcaire poli, créant des faces lisses. C'était comme s'il refusait de monter des escaliers. Il voulait un ascenseur symbolique vers le ciel. Dans l'iconographie solaire, la pyramide cristallise les rayons du soleil, lumière solidifiée. À première vue, ce réaménagement semblait fonctionner. Sous la peau brillante, toutefois, existait un vice. En observant la structure aujourd'hui, on distingue des bandes, surface polie du noyau interne.
Comme des plans de faible friction, lorsque quelque chose repose dessus et commence à glisser, rien n'arrête le mouvement. 4600 ans plus tard, il ne reste que 3 des 8 degrés originaux et le revêtement commandé par Snefrou gît au pied, en une montagne de gravats calcaires. Serait-ce la preuve d'un effondrement? L'hypothèse de l'écroulement total rencontre de la résistance. Des archives du Nouvel Empire mentionnent un visiteur qui exalta sa gloire. Si l'ouvrage s'était complètement ruiné, il l'aurait difficilement célébré. Pourtant, les actions de Snefrou semblent alimenter le soupçon. Dans sa 2e décennie de pouvoir, il abandonne Meidoum et recommence à zéro à Dachour, une étendue vierge de désert près de Saqqara. Là, ses ingénieurs tentent d'élever la première pyramide véritable depuis la fondation. À mesure que l'ouvrage s'élève, un nouveau cauchemar structurel s'annonce. Presque à la moitié, des problèmes surgissent. Dans les couloirs internes, des fissures apparaissent. Beaucoup soutiennent que le massif reposait sur un lit rocheux instable. À mesure que la hauteur augmentait, des crevasses se manifestaient, imposant la nécessité d'alléger le poids. Snefrou refuse d'abandonner l'entreprise. Pour sauver le projet, ses bâtisseurs élargissent la base de 15 mètres de chaque côté et dans la poursuite, ils prennent une mesure drastique. Ils changent l'angle d'inclinaison de 54 degrés à 43 degrés. Le résultat, au profil inconfondible, est ce que nous appelons aujourd'hui la pyramide rhomboïdale. C'est la préférée de beaucoup, un monument qui enregistre dans la pierre la tentative humaine de corriger sa propre trajectoire. Malgré sa détermination à achever la pyramide rhomboïdale, une donnée archéologique trahit l'insatisfaction du roi. Une autre pyramide s'élève à seulement 1 kilomètre au nord. Des inscriptions attestent que celle-ci, la dite pyramide rouge, appartient également à Snefrou. Après 2 tentatives infructueuses pour obtenir des surfaces parfaitement lisses, le pharaon risque tout son héritage dans un dernier coup de dé. Il déverse sur le chantier la totalité des ressources du royaume, main-d'œuvre, trésors et esprits les plus brillants, dans une poussée finale vers la gloire. On remarque un élan presque obsessionnel à conquérir la forme idéale, quoi qu'il en coûte. Même si cela vidait les coffres et mobilisait des armées entières pour extraire, transporter et poser d'énormes volumes de pierres. Construire une 3e pyramide pour un seul souverain équivalait à saigner l'État. Mais Snefrou, habile politique, savait vendre sa fixation. Il fut un maître des relations publiques, le premier à promouvoir son nom personnel, plutôt que seulement son nom de trône, adoptant un ton apparemment humble pour, paradoxalement, s'agrandir et se sacraliser. Pour éviter les faux pas précédents, les ingénieurs de la Rouge optèrent pour une inclinaison plus douce et renforcèrent les fondations avec d'énormes blocs de calcaire de meilleure qualité. Les modules grandissent en échelle, ils deviennent gigantesques. Les constructeurs, désormais expérimentés, montrent leur assurance en déplaçant et en positionnant des pièces de plusieurs tonnes, un saut par rapport aux éléments plus petits des ouvrages à degrés. Ainsi, pierre après pierre, l'obsession de Snefrou se transforme en méthode, et la quête de la pyramide parfaite cesse d'être un rêve pour devenir une norme. Pour déplacer chaque bloc, environ 20 hommes l'attachaient à un traîneau de bois et le tiraient sur une rampe de terre. Pour réduire le frottement, ils versèrent de l'eau devant les patins. À ce jour, la question de la forme de ces rampes reste ouverte. 3 hypothèses dominent le débat. Une rampe unique et rectiligne, colossale, appuyée contre un côté. Des rampes en spirale entourant le monument, ou un agencement hybride combinant les deux. La vérité est que nous ne trouverons peut-être jamais la preuve définitive. Chaque chercheur défend sa version, et la certitude s'échappera toujours un peu. Après avoir posé le noyau avec des blocs bruts et placé la pierre de couronnement à l'apex, venait la finition. Un revêtement de calcaire blanc de haute qualité, appliqué de haut en bas. Le travail commençait au sommet et descendait vers la base, la surface étant polie au ciseau de cuivre. C'était un métier de grande spécialisation. On peut le constater sur la pyramide rhomboïdale. Vue d'en bas, sa peau polie brille comme du verre.
Il fallut 3 tentatives et de nombreuses décennies, mais l'obstination de Snéfrou pour la forme parfaite porta ses fruits. La pyramide rouge est la première pyramide véritable. Avec elle, les ingénieurs prouvent qu'ils savaient ériger un monument lisse et symétrique, et de plus qu'ils maîtrisaient le secret des grandes chambres internes. L'intérieur de la Rouge est encore accessible par une ouverture située à environ 28 mètres au-dessus de la face nord. Au bout d'un couloir raide, on arrive à la première de 3 salles conçues pour abriter les restes et les trésors de Snéfrou. Construire un espace vaste au sein d'une masse de millions de tonnes est un problème de charge colossal. Pour disperser la pression, on adopta le toit en fausse voûte, la corbeille. Les murs reculent en degrés successifs, formant une pyramide inversée jusqu'à atteindre une faîtière étroite, plus facile à soutenir. La chambre la plus profonde, la funéraire, élève un plafond d'environ 15 mètres de hauteur. En 1950, on y découvrit les ossements d'un homme d'âge mûr. Sans inscription, personne ne put l'identifier. Certains soutiennent qu'il s'agit des restes de Snéfrou. D'autres pensent qu'il a été enterré dans la rhomboïdale, qui possède un complexe funéraire plus complet. Quoi qu'il en soit, le destin final du roi demeure une énigme. Snéfrou régna pendant environ 3 décennies et mourut vers 2589 avant notre ère. Ses œuvres lui assurèrent l'immortalité. Les fouilles montrent que, 2 millénaires plus tard, on brûlait encore de l'encens en sa mémoire. Son fils et héritier Khéops érigerait la plus grande de toutes, la grande pyramide de Gizeh, dont les faces s'élèvent selon un angle précis proche de 51 degrés. Quand Khéops bâtit son colosse, l'ancien empire vivait son apogée. 4 siècles plus tard, cependant, le système s'effondra. Entre les siècles 22e et 21e avant notre ère, sécheresse, famine et désordre s'emparèrent du pays, jusqu'à ce qu'une nouvelle lignée de pharaons surgisse du sud, étende les frontières comme jamais et laisse, dans le sillage des campagnes, sang et fortifications qui réinstalleraient le pouvoir absolu égyptien. Il surgit alors un pharaon guerrier ouvrant la voie par la Nubie dans une offensive dévastatrice. C'est le Moyen Empire, l'âge d'or ainsi nommé, et son nom est Sésostris III. Son triple objectif: tenir la frontière méridionale, contrôler les routes commerciales nubiennes et capturer de l'or. La Nubie fut toujours vitale, étant la veine aurifère du Nil. Le chemin du métal traversait les territoires des guerriers nubiens connus sous le nom de Kermans. Sésostris possédait l'avantage d'une armée nombreuse et organisée, mais les Kermans maîtrisaient un arc mortel. C'étaient des archers raffinés. Jusqu'au Moyen-Âge, ils restèrent célèbres comme les tireurs de la pupille. Ils atteignaient les yeux des cavaliers en mouvement. Pourtant, Sésostris était un colosse et n'acceptait pas la défaite. Dans de nombreux règnes, on distingue à peine un trait de personnalité. Le sien fait exception. Ses portraits, rares et éloquents, affichent fierté et mélancolie, une humanité marquée par l'expérience. Il y a du poids dans ses traits, des signes de préoccupation et d'âge, un visage qui semble porter le destin du peuple. À ses ennemis, cependant, sa compassion ne s'étendait pas. Son armée balaya la Nubie, s'empara de trésors et de terres et laissa une traînée de morts. Sur une stèle frontalière, il se vante. Il brûla des champs, tua des hommes, réduisit des femmes en esclavage, empoisonna des puits. Il parle comme un général romain. Il proclame « Celui qui protège ma frontière est mon fils. Celui qui ne protège pas n'est pas mon fils. » Direct, implacable. Au fur et à mesure qu'il avançait, il parsema la vallée du Nil de superforteresses destinées à verrouiller la frontière et à exhiber la force égyptienne. Elles furent érigées il y a environ 3700 ans, à une époque où l'architecture militaire existait à peine. Beaucoup d'armées vivaient encore dans des huttes. Les Égyptiens, cependant, avaient compris la leçon. La Nubie était à la fois précieuse et dangereuse. Les vestiges de ces citadelles résistèrent jusqu'au XXe siècle, attestant la qualité de leur ingénierie. Aujourd'hui, elles reposent au fond d'un lac peuplé de crocodiles, le lac Nasser,
formé par le barrage d'Aswan dans les années 1960. Un réservoir d'environ 563 km de long. Et, sous ses eaux, se sont perdues les superforteresses du Moyen Empire. L'une des plus grandes citadelles construites fut celle de Bouhen, ancien comptoir commercial actif depuis l'Ancien Empire. La forteresse s'étendait sur presque 2 terrains de football et incorporait des solutions techniques comparables à celles des forteresses médiévales européennes. Dans le bassin méditerranéen ancien, rien ne ressemblait à Bouhen. Couches défensives multiples, positions croisées pour que les archers tirent dans diverses directions, en plus de fossés et de murailles concentriques. Un envahisseur devait franchir le fossé et des murailles successives sous une tempête de flèches, avant d'atteindre le cœur du complexe. Le poste abritait environ 1000 soldats, y compris des Nubiens capturés, contraints de servir durant 6 ans dans l'armée égyptienne. À la fin du règne de Sésostris III, la chaîne de forteresses s'étendait sur environ 300 km au sud d'Assouan, consolidant la domination de l'Égypte. Sésostris régna pendant 39 ans. Pendant des siècles après sa mort, en 1831 avant J-Passé, ces fortifications restèrent actives, mais à un certain moment, elles cessèrent d'abriter des garnisons égyptiennes. Durant les 2 siècles suivants, à mesure que le Moyen Empire se désagrégeait, ces conquêtes furent progressivement annulées. L'État s'affaiblit. Kerma gagna en puissance en Nubie et les forts passèrent sous contrôle kerman sans affrontement décisif, semble-t-il. Tandis que les Kermans reprenèrent le sud, un groupe venu de l'Est, les Hyksos, s'empara du nord. L'Empire se rétrécit. L'Égypte vécut assiégée pendant environ 1 siècle. Au XVIe siècle avant JC, toutefois, une nouvelle lignée de pharaons natifs émergea pour restaurer la splendeur. Parmi ses protagonistes, une souveraine qui brisa la barrière du genre et affirma une autorité absolue 14 siècles avant Cléopâtre. La mort de Thoutmôsis II ouvrit un vide au palais. Son fils, d'une concubine, Thoutmôsis III, fut proclamé roi, mais il était enfant et ne pouvait gouverner seul. La reine veuve, Hatshepsut, assuma comme co-régente et, en pratique, régna comme pharaon. Avec le temps, elle accumula le pouvoir politique et, la 7e année de la co-régence, elle prit pour elle le titre de roi. C'était un scandale pour les normes égyptiennes où la royauté effective était masculine. Pour neutraliser la question du genre, Hatshepsut remodela son image. Elle adopta l'iconographie masculine, fit représenter son corps avec des traits virils et arbora la fameuse barbe postiche des pharaons. Si elle voulait être traitée comme un roi, elle devait construire comme tel. Pour éterniser son nom, elle fit ériger un grand temple funéraire sur la rive ouest de Thèbes, le centre du pouvoir du Nouvel Empire, un sanctuaire destiné à accueillir son esprit après la mort. Pour le concevoir, elle choisit Senenmut, un architecte plébéien avec qui elle entretenait une relation singulière. Beaucoup supposent qu'Hatshepsut et Senenmut étaient plus que de simples alliés professionnels. Des graffitis à caractère obscène, portant leurs 2 noms dans des poses compromettantes, ont nourri la rumeur. Quoi qu'il en soit, Senenmut s'avéra être un ingénieur extraordinaire. Le temple d'Hatshepsut à Deir el-Bahari témoigne de son talent et de sa dévotion, œuvre d'amour, disent certains. Et pour cette raison, il ne ressemble à aucun autre en Égypte. Aujourd'hui, il se dresse solitaire dans le désert. Dans l'Antiquité, il était entouré de jardins et de bassins, devenant l'un des monuments les plus somptueux de son époque. La composition s'organise en 3 terrasses encastrées dans la falaise calcaire, reliées par un large escalier axial. Les niveaux supérieurs présentent des portiques à colonnes. Sur les panneaux en relief, on voit le récit de la conception divine d'Hatshepsut. C'était de la propagande de premier ordre. Une séquence montre le dieu Ammon visitant sa mère. Ensuite, la rencontre intime, la conception avec l'aide de déesses. Enfin, l'enfant est salué comme un roi de naissance divine. À Deir el-Bahari, Senenmut conçut un sanctuaire sans précédent pour une pharaone hors du commun. L'entreprise dura environ 15 ans. Durant cet intervalle, Thoutmôsis III atteignit sa majorité et revendiqua bientôt le trône. Pour se maintenir au pouvoir,
Hatshepsut intensifia le message de sa filiation divine, commandant une série d'obélisques pour renforcer le lien avec Amon-Ra. L'obélisque, dans son essence, est simple, une tour monolithique à 4 faces, couronnée par un pyramidion, recouverte d'inscriptions et de reliefs. À première vue, cela paraît direct. Mais en additionnant extraction, transport et érection, il s'agit de l'un des exploits les plus impressionnants de l'ingénierie et de l'art égyptien. L'histoire de ces monolithes nous conduit à l'ancienne carrière de granit d'Assouan, à environ 185 km au sud de Thèbes. De là sortirent la plupart des obélisques, et là demeure encore un inachevé, taillé sur 3 côtés. Long d'environ 42 mètres et pesant plus de 1100 tonnes, il repose toujours dans le lit rocheux. Il aurait été le plus grand du monde, n'était une fracture qui obligea à l'abandonner. Même incomplet, il révèle la méthode d'extraction. Des ouvriers martelaient le granit avec des boules de dolérite, une roche plus dure, jusqu'à détacher des éclats et ouvrir des rigoles. Pour détacher un bloc de cette taille, on estime à 130 le nombre d'hommes travaillant pendant une année. Imaginez le découragement de le voir se fendre à la fin, avec la maigre consolation de ne pas avoir à le déplacer. Une fois séparé, surgissait le défi de le transporter, parfois sur des centaines de kilomètres. La solution passait par le Nil et sa crue annuelle. Les monolithes et blocs cyclopéens déplacent un grand volume d'eau et peuvent s'échouer. C'est pourquoi la période des crues, quand le fleuve atteint sa plus grande profondeur, était la plus sûre. Arrivé à destination, il restait à franchir le dernier obstacle, le redresser. Le comment exact demeure discutable, mais une hypothèse revient souvent. D'abord, on installait une base de granit. Ensuite, on élevait tout autour une coque de briques de terre crue, formant un enclos que l'on remplissait de sable. Sur 2 côtés, on construisait des rampes en briques. Avec des cordes et des traîneaux, les ouvriers tiraient de l'obélisque par une rampe, le faisaient descendre par l'autre, jusqu'à ce qu'il repose horizontalement sur le lit de sable. Puis, on retirait peu à peu le sable, tout en tirant sur le monolithe, permettant à l'extrémité du pyramidion de s'élever progressivement, jusqu'à se tenir parfaitement vertical et ajusté sur sa base. Malheureusement pour Hatshepsut, l'issue de son règne fut tout sauf sereine. Vers 1459 avant notre ère, son architecte favori, Senenmut, disparut sans laisser de traces. L'année suivante, la pharaone elle-même mourut mystérieusement. Son corps ne fut jamais retrouvé. La tombe fut identifiée, mais non la momie, encore une énigme qui traverse les millénaires. 35 siècles plus tard, aucune preuve concluante n'existe, mais un suspect plane. Thoutmôsis III, l'héritier légitime, contenu pendant des années par sa belle-mère, aurait pu régler ses comptes. Après son accession, il fit détruire statues et monuments d'Hatshepsut et raya son nom des registres. Ensuite, il se forgea une réputation de conquérant redoutable, étendant l'autorité égyptienne de la Syrie au Soudan. Après Thoutmôsis III, ces territoires devinrent des vassaux comme jamais auparavant. Il fut, avant tout, un vainqueur. Environ 1200 ans après la première pyramide, l'Égypte atteint son apogée. Et c'est précisément au moment où tout semble inviolable qu'apparaît un pharaon rebelle, avec une vision si radicale qu'elle secourait l'Empire jusque dans ses fondations. Sa soif d'autorité absolue culminerait dans la fondation d'une capitale entièrement nouvelle, conçue pour le placer littéralement au centre de l'univers. À Karnak, cœur de la vie religieuse et politique, l'attente s'installe. Meurt le bien-aimé Amenhotep, III. Son fils, Amenhotep IV, est sur le point de devenir l'homme le plus puissant du pays. Dès le début, il signale que son règne sera différent. Amenhotep signifie « Amon est satisfait ». Dans le nouvel empire, Thèbes s'était élevé au rang de capitale, et Amon à celui de roi des dieux. Les prêtres d'Amon, établis à Karnak, contrôlaient environ 1/3 de la richesse nationale et dictaient l'orthodoxie. Amenhotep IV, toutefois, n'admettrait aucun pouvoir parallèle.
naissait un affrontement direct entre Église et État. Parmi les divinités associées à Amon figurait Ré, la force derrière le soleil. Le disque visible, Aton, était tenu pour secondaire, jusqu'à ce que le pharaon érigeât toute une religion autour de lui, le hissant au premier rang. La 5e année de règne, lors d'un voyage vers le nord, Amenhotep découvre une portion de désert découpée par des falaises calcaires. Là, dit-il, Aton lui parle, révélant que c'est en ce lieu que la création commença. En extase, le roi change son propre nom en Akhenaton, serviteur d'Aton, et décide d'abandonner Thébès pour élever de rien une ville dans cette région, à environ 300 km de distance. Imaginez une décision présidentielle qui fermerait la capitale et transférerait tout au Texas, annonçant « Voici la nouvelle capitale ». Imaginez les mois à Washington. Ce fut ainsi pour le peuple de Luxor. Les emplois disparaissent et tous doivent suivre le souverain vers l'inconnu. La ville reçoit le nom d'Akhénaton, horizon d'Aton. Aujourd'hui appelé Amarna, il ne reste que peu de traces des structures monumentales qui en firent une métropole il y a 3300 ans. Akhénaton la voulait prête pour hier. La hâte obligea les ingénieurs à réinventer le chantier. Surgit alors une innovation, des blocs de calcaire standardisés, assez légers pour être portés par quelques personnes et rapides à empiler. Appelés Talatat, ils furent l'annonciation des composants préfabriqués. Grâce à eux, les édifices s'élevaient à un rythme inédit. Point besoin d'équipes géantes traînant des mégablocs. Chaque ouvrier pouvait transporter une pièce, comme on porte des briques. L'urbanisme aussi rompit les cadres. Amarna devait couvrir environ 62 km², s'étendant sur environ 13 km le long du Nil et 4 km et 8 dixièmes vers l'intérieur. Le tracé rayonnait à partir du tombeau royal, comme des rayons solaires émanant de l'esprit du pharaon. Une large voie processionnelle longeait le fleuve, reliant le centre au palais et au temple. Akhénaton choisit un vide et y imposa un ordre, peut-être la première grande ville planifiée de l'histoire. La vitesse impressionne. En 2 ans, elle abritait déjà environ 20 000 habitants et offrait services et commodités. Les limites étaient marquées par d'énormes stèles frontalières, avec des inscriptions claires de possession. À Amarna, le pharaon façonna un univers propre, lui et sa famille étant au centre. Dans les représentations, toute personne en dehors du noyau royal apparaît courbée, prosternée presque en permanence devant Akhénaton et les siens. Un protocole de déférence jamais vu auparavant à une telle intensité. Le roi Soleil possédait 4 grands palais, chacun ayant une fonction spécifique. Le seul dont subsistent aujourd'hui des vestiges substantiels est le palais Nord. Restes d'écuries et peintures d'oiseaux suggèrent un refuge naturel privé. En même temps, on y trouve des signes de jardin et d'une salle à colonnes pour réceptions officielles, retraites et scènes, intimité et pompe coexistant en un seul ensemble. Sa passion pour le grandiose se matérialisa également dans les temples. À quelques kilomètres au sud, se trouvent les ruines du petit temple d'Aton. Le complexe occupait environ 6500 mètres carrés, plus du double de la Maison Blanche, entouré d'un haut mur de briques crues. À l'intérieur, 3 cours successives étaient séparées par des pylônes monumentaux. Dans la symbolique égyptienne, ces portails représentent les montagnes de l'horizon. Le passage du dieu à travers eux équivaut au disque solaire se levant et se couchant entre les collines. Dans la première cour, s'alignaient des tables d'offrande et une rampe conduisait à un autel élevé. Au-delà du second pylône, s'ouvrait une autre cour, avec la résidence du prêtre. Dans la troisième, la zone la plus sacrée, résidait l'esprit d'Aton. Beaucoup d'archéologues soutiennent que le petit temple fonctionna comme sanctuaire permanent de l'esprit même d'Akhénaton, la demeure terrestre de sa divinité choisie. Entre disparition et damnatio memoria, changement de nom et de capitale, préfabrication et urbanisme solaire, ce chapitre condense l'audace et le risque qui ont façonné l'Égypte. Un pouvoir absolu réinventant religion, architecture et ville.
et laissant dans le sable les traces d'une expérience aussi brève que transformatrice. Mais le culte du pharaon ne l'accompagna pas dans la mort comme dans la vie. Dès la 2e décennie de règne, Akhénaton commença à perdre les rênes. Tout indique qu'il s'enfonça de plus en plus profondément dans la religion d'Aton et négligea l'administration. Il ignora ce qui se passait en dehors de sa ville. Tandis que ses rivaux progressaient, l'Empire se rétrécit. Les dernières années du roi sont pleines de lacunes, mais un fait est limpide. Sa mort, en 1336 avant JC, déclencha une fureur longtemps contenue. Les statues furent brisées et enfouies. Dans la tombe du grand prêtre Mérira, des reliefs montrent encore des scènes de la période. La plus éloquente représente Akhénaton sur un char, le crâne rasé. S'il était trop tard pour le punir de son vivant, il restait possible d'anéantir son existence posthume. Détruire l'image d'un mort pour la mentalité égyptienne était un outrage suprême. Cela coupait la route du bas vers la demeure éternelle. Nous savons que c'était l'une des pires offenses possibles. Après avoir tué son esprit, les sujets abandonnèrent la ville. En quelques années, Amarna devint le fantôme d'elle-même. Le trône passa à son fils âgé de 9 ans, Toutankhamon. Désireux de se détacher de l'héritage paternel, il restitua la primauté du dieu Amon, changea son nom en Toutankhamon et ramena la capitale à Thèbes. Là, ses successeurs projetèrent les tombes les plus spectaculaires de l'histoire, les remplissant de biens précieux. Elles reposent encore aujourd'hui entre des collines dans le cimetière le plus célèbre du monde, la vallée des rois. Quand le soleil se lève sur la rive occidentale de Thèbes, commence une nouvelle semaine pour les artisans de Deir el-Médina. Chaque matin, ils prennent congé de leurs épouses et marchent environ 1 heure jusqu'au chantier de la vallée des rois. Aujourd'hui, nous associons la vallée à Toutankhamon, dont la sépulture intacte fut révélée en 1922. Mais, mis à part l'or, sa tombe est l'une des plus petites et des plus simples. L'apogée technique de l'architecture funéraire viendrait 40 ans après la mort de Toutankhamon, sous Séti Ier. En montant sur le trône en 1294 avant JC, Séti hérita d'un empire affaibli. Durant les 6 décennies précédentes, l'Égypte avait vacillé sous la tourmente religieuse d'Akhénaton. Il fallait restaurer l'ordre traditionnel et retrouver la splendeur de Thoutmès, III. Séti, vétéran de guerre et ancien commandant suprême, imposa discipline et reconstitua le pouvoir central. Sa recette avait 2 ingrédients, la conquête et les travaux publics. À Karnak, il grava son nom en commandant le légendaire salle hypostyle, une merveille de l'architecture antique. Une forêt de 134 colonnes colossales, dont certaines atteignent la hauteur de 7 étages. Elles sont si vastes que 10 hommes se tenant par la main peinent à les entourer. Les Égyptiens voulaient un grand espace couvert, mais ne maîtrisaient pas les portées libres. Pour agrandir la salle, ils multipliaient les colonnes. Dans un secteur discret de Karnak, une colonne inachevée révèle la méthode. D'abord, on entassait de la boue et des gravats à la base. Ensuite, des tambours de pierre, préalablement arrondis, montaient par une rampe de terre et étaient empilés. Quand la pile atteignait le niveau du plafond, on retirait le remblai. Alors, on polissait fûts et parois. Au terme de cette excavation inversée, surgissait la colonne parfaite. Tandis que les colonnes consolidaient l'héritage de Séti, les reliefs des murs renforçaient son image de général. Déterminé à reconquérir les terres perdues, il lança des campagnes en Syrie et en Palestine, reprenant routes et ports phéniciens. Les scènes le montrent capturant et exécutant des prisonniers. Pendant que ses soldats semaient la terreur, tailleurs de pierre, plâtriers et artistes préparaient sa demeure éternelle dans la vallée des rois. Le travail suivait comme une ligne de montage. D'abord, la roche était taillée à coups de simples ciseaux de cuivre. Chaque équipe recevait des lampes à huile avec un combustible mesuré. Le temps de combustion servait de pointage. Une lampe brûle entièrement, journée accomplie. De l'huile restante, signe de tricherie.
Ensuite intervenaient les plâtriers, couvrant les surfaces d'une couche de plâtre et de chaux pour les lisser. Puis les dessinateurs traçaient des scènes à l'encre noire. Le maître corrigeait en rouge. Dans certains passages, les corrections sont encore visibles. Ce n'est qu'alors que les sculpteurs entraient en action, creusant autour de chaque figure pour créer un relief en haut relief. Il y avait des spécialistes des mains, d'autres des visages. Enfin, l'ensemble recevait de la couleur. À mesure qu'ils avançaient dans les entrailles de la montagne, il devenait clair que la tombe de Séti serait hors du commun. Elle commence par un long couloir, descendant par 2 escaliers jusqu'à un puits vertical, pensé pour drainer les crues soudaines et aussi pour détourner les voleurs. Le pillage des tombes était endémique. Des papyrus de Deir el-Médina prouvent que des bandes étaient enquêtées et jugées. Si les pilleurs passèrent le puits, ils tomberaient sur une fausse chambre funéraire, vaste et inachevée, laissant entendre que personne ne reposait là. Sous le sol, cependant, se cachait un escalier menant à un autre couloir et, finalement, à la chambre royale. C'est là que Séti fut déposé. Sa tombe est souvent désignée comme la plus éblouissante de la vallée. Bien que d'autres soient magnifiques, aucune n'est aussi complètement décorée. Séti Ier, dont l'ensemble des œuvres et des victoires rendit du prestige à l'Égypte, mourut de façon inattendue en 1279 AVJC. Des examens de la momie suggèrent moins de 40 ans d'âge. À sa disparition, le bâton passa à Ramsès II. Il aurait eu plus de 100 enfants, survivrait à la bataille la plus célèbre de son temps et répandrait sur le territoire une quantité prodigieuse de monuments à sa propre gloire. Son règne de 67 ans marquerait l'apogée de la civilisation pharaonique et, ironiquement, sèmerait les graines de sa future chute. Une force internationale d'ingénieurs et d'archéologues se mobilisa pour empêcher qu'un des trésors de l'Égypte disparaisse sous les eaux. Le décor est Abu Simbel, à l'extrême sud du pays, où 2 temples colossaux taillés sous le règne de Ramsès le Grand risquaient d'être engloutis par l'avancée du lac Nasser, réservoir formé après la construction du barrage d'Aswan à environ 225 km en aval du Nil. Dans une course contre la montre, des consortiums de 5 nations découpèrent soigneusement les temples en blocs numérotés et les transportèrent, pierre par pierre, vers un terrain plus élevé, environ 61 mètres plus haut et 183 mètres plus à l'intérieur. Sur le nouveau site, ils replacèrent chaque pièce dans 2 montagnes artificielles de béton. 4 ans plus tard, et 3200 ans après leur création, Abu Simbel trouva une nouvelle demeure. Cela parut un prodige, un geste de coopération mondiale et un dialogue éloquent entre l'ingénierie d'hier et celle d'aujourd'hui. Les temples de Ramsès II et de la reine Néfertari représentent l'apogée du pharaon le plus flamboyant de l'histoire égyptienne. Ils furent sculptés dans la face d'une falaise intacte. Imaginez le mont Rushmore et derrière les têtes, une cathédrale entière creusée dans la roche. Au XIIIe siècle, avec J.C., quand Ramsès régnait, les Égyptiens taillaient déjà la pierre depuis 1500 ans et maîtrisaient l'art comme personne. Si quelqu'un doutait que la science pouvait devenir art, Abu Simbel en est la réponse. Un ensemble qui montre ce qui naît de la rencontre entre technique, esthétique et une généreuse dose d'ego. Ramsès II régna presque 7 décennies et incarna le pharaon des pharaons. Depuis son enfance, toutes les attentes de la dynastie reposaient sur lui. Il était traité avec la déférence réservée aux dieux. Le enfant d'or devint le fiancé et l'époux le plus convoité. À 21 ans, il comptabilisait déjà au moins 21 fils et quelques 17 épouses. Au cours de sa vie, il engendrerait environ 110 descendants et probablement un nombre similaire de filles. Une partie relevait de l'image de virilité. Le pharaon était le taureau, symbole primitif de puissance sexuelle. Son sang se répandit tant que, des siècles plus tard, des foules porteraient quelques gouttes ramessides. Sur le plan militaire, son nom résonna également. Pendant des siècles, l'Égypte rivalisa avec les Hittites pour le contrôle du Levant.
Séti Ier, père de Ramsès, avait reconquis des territoires, mais l'adversaire restait redoutable. À la tête d'environ 20 000 hommes, la plus grande force que l'Égypte eût jamais mobilisée et équipée de chars, d'arcs composites et de nouvelles armes, Ramsès se lança en Syrie. Inférieur en nombre, il combattit jusqu'à une impasse sanglante et revint en triomphe. Il fit immortaliser sa bravoure dans des reliefs sur plusieurs constructions, y compris sur Abou Simbel lui-même. Les travaux du Grand Temple commencèrent vers 1269 AVJ-C, dans la 10e année de son règne. La technique rappelait l'excavation des tombes, multiples fronts de travail, taillant simultanément de l'extérieur vers l'intérieur. Tout fut sculpté dans le massif rocheux. Sur la façade, 4 colosses de Ramsès, chacun d'environ 21 mètres de haut, dominent le paysage. Ce sont les plus grandes sculptures de pierre jamais exécutées en Égypte. À l'intérieur, une salle avec 8 statues du pharaon donne accès à une autre chambre, à un sanctuaire et à des salles plus petites. Le programme iconographique est sans équivoque. Prouver que Ramsès était un dieu vivant. Il apparaît vénérant les dieux et vénérant sa propre image divinisée. Le cœur du temple est le sanctuaire, à environ 60 mètres du portique. Là, 4 figures représentent des puissances suprêmes. Ptah, le créateur, Amon, le souverain, Ramsès, divinisé, et Ré, Orakti, le soleil. 2 fois par an, le 22 février et en octobre, un rayon solaire pénètre à l'intérieur et éclaire les visages de 3 de ces figures, précisément celles associées au roi. Ramsès, Ré, Orakti et Amon. Certains voient dans ces dates des allusions à un anniversaire ou à un couronnement. D'autres y considèrent un simple hasard géométrique. De tels phénomènes arrivent. Même dans une maison ordinaire, le soleil touche le même point seulement à des jours spécifiques de l'année. Accolé au grand temple, s'élève celui de Néfertari. Propriétaire d'un vaste harem, Ramsès lui réserva une dévotion particulière. Dans les représentations, Néfertari est d'une beauté éclatante. Des inscriptions l'exaltent comme la femme par qui souffle le vent du nord. La façade exhibe 6 statues, 4 de Ramsès et 2 de la reine, chacune mesurant environ 10 mètres de hauteur. C'est le temple le plus ancien où l'épouse apparaît à la même échelle que le roi, signe d'un prestige exceptionnel. Comme son mari, Néfertari y est aussi divinisé, figurant comme Hathor. À l'apogée ramesside, les 2 temples constituaient un rappel saisissant aux voyageurs. Au-delà s'étendait un empire puissant. Ce même empire, façonné pendant près de 2 millénaires, entrerait en déclin au millénaire suivant. Quelques centaines d'années après la mort de Ramsès, en 1212 avant J.C., le nouvel empire succomba à la combinaison familière. Un pouvoir faible et une économie vacillante. Ensuite, des étrangers, nubiens, libyens, assyriens, perses, jusqu'à Alexandre le Grand, gouvernèrent la vallée du Nil. Enfin, avec le suicide de Cléopâtre VII, Octavien amena les légions de Rome et mit fin à l'histoire de l'Égypte ancienne. Le sable engloutit des temples qui, comme leur civilisation, sommeillèrent durant des siècles. Dans notre ère, cependant, ils furent exhumés et, comme à Abou Simbel, renaquirent pour proclamer à nouveau l'ingéniosité du premier grand empire du monde. Les Égyptiens posèrent les bases de ce que nous appelons l'ingénierie. Ils en furent, à bien des égards, les inventeurs. Sans ordinateur, sans grue, leurs maîtres d'œuvre créèrent des monuments qui témoignent non seulement d'une compréhension précoce des principes structurels, mais aussi d'une capacité unique à coordonner des masses de personnes et de ressources. Ils travaillèrent à une échelle que nul n'égala pendant des millénaires. Ils nourrissaient une confiance presque illimitée dans leur propre aptitude à ériger des choses démesurées. Pourtant, les œuvres qu'ils nous ont léguées sont plus que du granit, du calcaire et de la sueur. Elles condensent le génie créatif, une technique sans égale, et l'ambition humaine, jamais rassasiée, de bâtir un pont entre le terrestre et le sacré.